Bonjour, chères apprenantes, chers apprenants. Nous allons aborder le deuxième chapitre de ces séquences d'enseignement à distance concernant la communication nerveuse. Vous avez déjà abordé avec mes collègues le premier chapitre de la communication hormonale. Donc, on va passer à l'introduction. La communication nerveuse est une communication entre les différents organes, et les centres nerveux pour donner les fonctions de la sensibilité consciente, la motricité volontaire et les différents réflexes. Cette communication est assurée par un réseau de nerfs. Donc, vous avez déjà vu le concept du nerf en troisième année secondaire, un réseau de nerfs qui parcourt tout le corps pour transporter les influx nerveux sensitifs issus des organes sensitifs et les influx nerveux moteurs vers les organes effecteurs. Donc, on va traiter quelques questions. Quelles sont les caractéristiques du nerf? Donc, on va voir les caractéristiques du nerf. Quelle est la nature des messages nerveux? Quel est le mécanisme de la transmission synaptique? Ce sont les différentes questions qu'on va approfondir lors de ce chapitre. Donc, on va passer à la première question, c'est les propriétés du nerf. Donc, pour traiter ce problème, on va commencer par une expérience de la mise en évidence du caractère du nerf. Cette expérience est déjà traitée en troisième année secondaire chez une grenouille préalablement décérébrée et démodulée, et par dissection, on isole le nerf sciatique de sa patte postérieure. Voilà, donc le nerf sciatique, la patte postérieure, et on dégage le muscle gastrocnémien. Donc on dégage le muscle, la photo ici, puis on stimule le nerf. On stimule le nerf avec soit du choc, pincement, des piqûres, ou bien l'acide ou la chaleur. Il y a différents types de stimulants. On observe un mouvement, donc après l'excitation, on observe un mouvement brutal de la patte postérieure provoqué par la contraction du muscle gastrocnémien. Donc, on commence par la propriété du nerf. Donc, la question c'est interpréter la réaction de la grenouille et déduire les propriétés du nerf sciatique. Donc, d'après l'expérience, vous allez analyser l'expérience et déduire les propriétés. Quelles sont ces propriétés? On va voir. Le résultat de l'expérience, c'est la contraction du muscle gastrocnémien. L'interprétation, l'excitation du nerf a produit un influx nerveux qui était conduit au muscle. Donc, l'excitation du nerf a produit un influx nerveux qui est conduit au muscle et qui a produit la contraction du muscle. Donc, la continuité de l'interprétation, la conclusion. Donc, la conclusion, c'est que le nerf a deux caractéristiques très importantes. Elle est excitable. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à l'excitation. Et elle est conducteur de l'influx nerveux. Pourquoi? Parce qu'il a conduit l'influx nerveux vers le muscle. Donc, de cela, on extrait deux propriétés, l'excitabilité et la conductibilité. Maintenant, on va étudier la première propriété, c'est l'excitabilité. Donc, on va commencer par une expérience. Sur un nerf isolé, on place des électrodes. Faites attention, les électrodes, c'est très important comme outil pour enregistrer et étudier les phénomènes électriques du nerf. Des électrodes excitatrices liées à un générateur par l'intermédiaire d'un amplificateur qui permet de régler
l'intensité et la durée de l'excitation. Donc il y a deux paramètres à étudier, c'est l'intensité et la durée de l'excitation. On applique en R des excitations d'intensité croissante et on détermine pour chaque excitation le temps nécessaire à la réponse du nerf. Donc vous observez qu'il y a, on détermine pour chaque excitation une durée pour la réponse du nerf. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Vous avez le tableau, il y a l'intensité de l'excitation et le temps d'excitation. Maintenant, on va construire d'une façon animée le graphe de ces données. Donc, voilà. Donc, sur papier millimétré, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, on met le temps d'excitation. L'axe des ordonnées, on place l'intensité d'excitation. Donc, après, voilà les valeurs en millivolts des intensités d'excitation et les valeurs du temps. Maintenant, le premier point, voilà, on place le premier point. Donc, vous voyez ce point, c'est-à-dire l'intensité d'excitation et sa correspondance dans le temps. Et de cette façon, on place les autres points qui sont dans le tableau. Donc, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, on obtient la courbe en bleu que vous voyez qui relie les points qui représentent l'excitation, le seuil d'excitation en fonction du temps. Donc, voilà la courbe des excitations. Ça s'appelle la courbe des excitations. Donc, vous voyez cette valeur-là, 35, il correspond à l'excitation minimale pour laquelle le nerf répond, qui s'appelle la rhéobase. Donc, cette intensité d'excitation qui est l'excitation minimale à laquelle répond le nerf s'appelle la rhéobase. Et le temps qui correspond à cette rhéobase s'appelle le temps utile, comme vous voyez. Et un autre point, voilà. Donc, vous voyez, c'est le double de la rhéobase de R. Donc, on a doublé de R. Le temps qui correspond au double de la rhéobase s'appelle la chronaxie. Voilà, donc, vous voyez, le double de la rhéobase. Maintenant, vous voyez, cette courbe, elle délimite plusieurs champs. Deux champs, le premier champ et le deuxième champ. Le premier champ, c'est on prend un point X. Vous voyez, il est supérieur au seuil d'excitation. Donc, cette zone s'appelle la zone d'excitation efficace. Mais si on prend un point Y, vous voyez qu'il est au-dessous du seuil d'excitation. Donc, c'est la zone d'excitation inefficace. Maintenant, on va passer à un exercice pour évaluer et pour bien comprendre l'excitation du nerf à partir de l'analyse des trois courbes du diagramme ci-dessous, déterminer le nerf le plus excitable. Donc, on a trois nerfs. Le nerf 1 en bleu, le nerf 2 et en vert, le nerf 3 en rouge. Donc, à votre avis, quel est le nerf le plus
excitable. Donc, on va vous donner quelques secondes. Vous voyez? Donc, pour répondre à cette question, il faut travailler sur la courbe, déterminer quelques valeurs, voilà, les coordonnées de quelques points. Donc, le temps utile, chaque courbe, on détermine la rhéobase et le temps utile et la chronaxie de chaque courbe. Vous voyez, la chronaxie de la courbe 1. Après, on détermine la chronaxie de la courbe de la même façon, la chronaxie de la courbe 2 et la chronaxie de la courbe 3. Et on a les résultats dans le tableau. Le nerf 1, vous voyez que les trois nerfs ont même temps utile, mais ils ont différentes chronaxies. Donc, quel est le nerf le plus excitable du 3? Donc, on va voir. Voilà donc, on a déterminé les chronaxies pour les trois nerfs. Le nerf le plus excitable est celui qui a la plus petite chronaxie. Donc, c'est le nerf 1. On va passer à l'enregistrement des phénomènes électriques du nerf. Donc, faites attention, c'est très important. Pour comprendre ce chapitre, il est basé surtout sur ces phénomènes électriques du nerf. Bon, on va expliquer le dispositif expérimental et, qui est l'oscilloscope. Vous voyez, l'oscilloscope, il est constitué par une cathode qui donne un faisceau d'électrons qui passe par un tube et qui traverse deux plaques horizontales et deux plaques verticales. Donc, ces plaques, ils divisent le spot des électrons soit verticalement, soit horizontalement. Et on obtient dans l'écran un spot lumineux. Bon, le nerf est placé, il est lié à l'oscilloscope par, faites attention, par des électrodes réceptrices qui sont liées à un amplificateur pour amplifier la réponse enregistrée sur le nerf. Donc, l'explication du dispositif est affichée. Maintenant, on va passer les constituants toujours du dispositif expérimental, l'excitateur, l'oscilloscope, etc. Donc, l'Odmer, voilà, donc ici, le dispositif utilisé pour faire l'excitation. On a l'Odmer, on place le nerf dans l'Odmer, liquide physiologique, qui contient tous les constituants nécessaires pour le fonctionnement du nerf, solution d'Oringer. Le nerf sciatique, voilà, la cuve anaire, ça s'appelle la cuve anaire, et les électrodes, ce qui est très important, mes chers apprenants, il faut faire attention, se concentrer surtout sur les électrodes excitatrices, S1, S2, et les électrodes réceptrices, c'est-à-dire excitatrices qui excitent le nerf et réceptrices qui reçoit la réception du message nerveux. Maintenant, on va passer à l'enregistrement du potentiel de repos, c'est-à-dire l'enregistrement des phénomènes électriques sans excitation. Donc, pour étudier l'activité électrique du nerf, une fibre nerveuse, accent géant du calmar, a été isolée et placée sur la cuve anaire contenant de l'eau de mer et équipée de deux électrodes réceptrices reliées aux deux plaques horizontales. Donc, faites attention, les électrodes réceptrices,
elles sont liées aux plaques horizontales de l'oscilloscope. On obtient deux types d'enregistrement selon les cas. Analyser l'enregistrement obtenu dans chaque cas, que peut-on déduire? Donc, voilà le dispositif de l'enregistrement. Vous avez l'oscilloscope, la plaque horizontale, vous avez l'eau de mer, l'accent géant du calmar. Donc, premier cas, au temps T0, on place les deux électrodes R1, R2 sur la surface de la fibre. Vous voyez, les deux électrodes, elles sont placées sur la surface de la fibre et on obtient l'enregistrement AB. Vous voyez, l'enregistrement AB qui indique une différence de potentiel entre les deux plaques qui est nulle, zéro. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence de potentiel entre ces deux plaques. Maintenant, deuxième cas, au temps T1, on introduit l'électrode réceptrice R1 donc, dans l'axone, et voilà, donc R1, on l'introduit, ici elle n'est pas introduite, on l'introduit dans l'axone. Voilà, on l'enfonce dans l'axone et on obtient, vous voyez la différence entre la première et la deuxième. La première, les deux électrodes étaient à la surface. La deuxième, on a introduit R1 à l'intérieur, on l'a enfoncé à l'intérieur du nerf. Et on obtient dans l'oscilloscope, dans l'écran, le spot, il trace cette courbe. Vous avez une DDP qui est de moins 70 millivolts. Vous voyez que les électrons sont déviés vers la plaque inférieure. Donc, et de cela, on en déduit que la plaque supérieure est négative et la plaque inférieure est positive. Il a attiré l'électron. Et donc, on va analyser, avant la pénétration de R1, l'oscilloscope enregistre une ligne horizontale, comme on a vu, ayant une différence de potentiel nulle. Cela signifie l'absence de différence de potentiel entre les deux points pris sur la fibre nerveuse R1, R2. Et donc, le même potentiel. Après l'introduction de R1, comme j'ai déjà expliqué, l'oscilloscope enregistre BCD. Et on passe d'une DDP 0, voilà, à une DDP de moins 70 millivolts. Cela signifiait la présence d'une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la fibre de part et d'autre de la membrane plasmique de la fibre. On parle donc, voilà, le potentiel de membrane ou potentiel de repos. Donc, c'est la définition du potentiel de repos. Donc, récapitulons, concernant l'enregistrement du potentiel des repos, on a déduit que l'oscilloscope a enregistré une différence de potentiel entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a placé les électrodes, l'électrode réceptrice R1 à l'intérieur et l'électrode réceptrice R2 à l'extérieur, ce qui a donné une DDP de moins 70 millivolts. Et par convention, on met des charges positives à l'extérieur et des charges négatives à l'intérieur de la fibre, comme vous avez observé. Et dans les prochaines séances, on va expliquer l'origine de ces charges positives et négatives. Et ainsi prend fin cette séance. Je vous remercie, mes apprenantes, mes apprenants, et à la prochaine fois, Inch'Allah.